Bonjour à tous, c'est Martin Rémy, vous êtes sur Simple, Logique, Explicable. Nous allons continuer notre série de travaux dirigés portant sur la mécanique du point matériel. Aujourd'hui, l'exercice numéro 5, où nous est proposé un champ vectoriel en coordonnées cartésiennes sur le plan x ou y, défini par x moins ay porté par i, plus 3y moins 2x porté par j. En première question, il s'agira de calculer la circulation de ce champ vectoriel sur le trajet OA en passant par un point C. Les coordonnées de O, A et C sont données. Deuxième question, on va déterminer la valeur de A pour laquelle le champ vectoriel F sera dit conservatif. Et en troisième question, on va déterminer pour cette valeur de A fixée l'énergie potentielle dont dérive F. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Première question, on va calculer la circulation entre O et A de notre champ vectoriel F. Alors, pour rappel, la circulation d'un champ vectoriel F sur un trajet quelconque ne sera rien d'autre que l'intégrale sur le chemin, on va dire le chemin, de l'élément de circulation. Et l'élément de circulation est défini comme étant F scalaire dl. F étant notre champ vectoriel et dl étant le déplacement élémentaire. Ici, comme on peut le constater, F est exprimé en système de coordonnées cartésiennes et uniquement suivant I et J. Donc, nous allons adapter cela à notre champ, à notre déplacement élémentaire. Ce qui veut dire qu'ici, en fait, si je prends ceci, j'aurai la composante de F suivant X portée par I, plus la composante de F suivant Y portée par J. Je vais faire le produit scalaire avec le déplacement élémentaire exprimé en coordonnées cartésiennes et uniquement suivant I et J. Autrement dit, dx porté par I plus dy porté par J. Et en faisant ceci, un simple produit scalaire, I scalaire I, ça me donne 1. Du coup, je reste avec fx fois dx. I scalaire J, 0. J scalaire I, 0, parce qu'ils sont perpendiculaires. Et J scalaire J, 1. Du coup, je reste avec du f y que va multiplier dy. Donc, ma circulation, la circulation de ce champ vectoriel F sera donc une intégrale sur le chemin que je suivrai de fx dx plus fy dy. Maintenant, revenons et analysons le chemin que nous allons utiliser pour calculer la circulation. On veut calculer la circulation de notre champ vectoriel d'un point O à un point A passant par un point C. Ça veut dire, comme on dit, mon chemin, je vais quitter de O à A en passant par C. Et donc, notre chemin, en fait, est divisé en deux chemins. Donc, pour chaque chemin, j'aurai à calculer une circulation. Donc, ici, je vais dire que j'aurai la circulation de mon champ vectoriel entre O et C. Et là, j'aurai une circulation de mon champ vectoriel entre C et A. Donc, de façon naturelle, la circulation entre O et A de mon champ vectoriel F ne sera rien d'autre que la circulation entre O et C de mon champ vectoriel F plus la circulation entre C et A de mon champ vectoriel F. Maintenant, calculons chaque circulation et déduisons la circulation sur le trajet OA. Donc, pour le trajet OC, on va analyser les coordonnées de O et les coordonnées de C. Donc, désolé, calculons
la circulation entre O et C de notre champ vectoriel F. O, il a pour coordonnées 0, 0, et C a pour coordonnées 0, 4. Comme on peut le constater, on voit directement à partir d'ici que X va de 0 à 0, donc X ne varie pas, et X vaut 0. Si X vaut 0, alors forcément dx vaut également 0. Alors que Y varie entre 0 et 4, ça veut dire que dy est non nul. Et Y varie entre 0 et 4. Donc, ma circulation entre O et C de F devient quoi? Je viens là, je vais remplacer dx par 0 dans cette expression. Du coup, j'ai fx dx qui va s'en aller. Je vais intégrer de 0 à 4 parce qu'il ne va rester que y. De 0 à 4, là, je vais voir fy dy. Mais dans fy, je dois me rassurer que x est égal à 0. Que vaut fy? Fy, c'est 3y moins 2x. Alors, lorsque je vais remplacer x par 0, je vais rester avec 3y uniquement. Et là, j'ai dy. J'espère que c'est audible. OK. Donc, ici, je reste donc avec 3 demi de y carré que je prendrai entre 0 et 4, qui me donne donc 3 demi de 16, donc 24. Maintenant, faisons de même pour le calcul de la circulation entre C et A de notre champ vectoriel F. De même, on va analyser C, a pour coordonnées 0, 4, et A pour coordonnées 2 et 4. Par la même analyse, on voit que X varie entre 0 et 2, ça veut dire forcément dx, il est différent de 0. Mais Y reste stagné à une valeur de 4. Ça veut dire que Y va valoir 4, donc la différentielle de Y, qui est la différentielle d'une constante, sera tout simplement 0. Calculons maintenant la circulation entre C et A. Cette circulation de notre champ vectoriel, entre C et A bien sûr, ne sera rien d'autre que l'intégrale. On voit ici que la variation sera uniquement celle de x, donc de 0 à 2. Maintenant, vu que dy il est nul, ça veut dire que dans cette expression, je vais me débarrasser de ce terme. Je vais rester avec fx dx. Mais dans fx, je dois me rassurer de remplacer y par 4. Que vaut fx? Fx vaut x moins ay, c'est-à-dire, si je remplace y par 4, j'ai x moins 4a dx. Et ceci, un calcul simple, me donne 1 demi de x au carré à prendre entre 0 et 2 moins 4a x à prendre entre 0 et 2. Donc, au final, je me retrouve avec quoi? 1 demi fois 4, donc 2, moins 8a. Très bien. Donc là, j'ai ma circulation entre C et A de mon champ vectoriel F. Donc, par déduction de ceci, on voit directement que la circulation entre O et A de mon champ vectoriel F sera égale à la sommation des deux circulations. Première circulation, on a trouvé 24. Deuxième circulation, on a trouvé 2 moins 8a. Donc, je me retrouve donc avec 26 moins 8a.
Donc, voilà la circulation qui est demandée pour la première question. Maintenant, deuxième question. On veut la valeur de A pour laquelle notre champ vectoriel sera dit conservatif. Déjà, c'est quoi un champ conservatif? Ou du moins, petit spoil, A, circulation conservative. Alors, vous vous rappelez de ce qu'on a eu à faire pendant les notions de cours que j'ai développées sur la chaîne. On avait parlé de cette notion de champ conservatif. Qu'est-ce qu'on avait dit? En réalité, sur un contour fermé, si on veut calculer la circulation d'un champ vectoriel F sur un contour qui est fermé, un contour qui est fermé délimite forcément une surface. Par exemple, il est là le contour. Là, tout ceci, c'est une surface. Donc, ici, je peux avoir un élément de surface qui est orienté comme ceci, ds, porté par n. Donc, si je veux la circulation de mon champ vectoriel sur un contour fermé, alors j'utilisais la relation de Stokes qui me disait ceci revient à calculer le flux sur cette surface, la surface fermée, sigma, du rotationnel de F, tout simplement. Donc, j'ai rotationnel de F scalaire ds. Ce qui veut dire en fait que si cette circulation sur un contour fermé est nulle, alors forcément, cette quantité est nulle. C'est ce qui va nous permettre de définir un champ conservatif. Donc, on va déterminer la valeur de A telle que le rotationnel de F soit directement égal au vecteur nul. Donc, déterminons A tel que le rotationnel de F soit directement égal au vecteur nul. Nous sommes en système de coordonnées cartésiennes, ça veut dire que le rotationnel de F, c'est tout simplement nabla vectoriel F. Vous pouvez le calculer de plusieurs manières, je vais vous le montrer. Là, vous avez la dérivée partielle par rapport à x portée par i, plus dérivée partielle par rapport à y portée par j. Je me limite là parce que je n'ai que des composantes seulement i et j. Vectoriel fx porté par i plus fy porté par j. Alors, terme par terme, je me retrouve avec quoi? Je sais que tout ceci sera forcément porté par k. I vectoriel i nul. I vectoriel j, je me retrouve donc avec la dérivée partielle par rapport à x de fy. J vectoriel i, ça fait moins k. Donc, j'ai moins dérivée partielle de fx par rapport à y porté par k. Vous auriez pu simplement mettre ça sous cette forme, dérivée par rapport à x, dérivée par rapport à y, fx, fy aussi, tout simplement. Dérivée par rapport à x de fy, moins la dérivée par rapport à y de fx, vous égalez à 0. Mais il ne faut pas oublier que ceci, c'est porté par k, parce que le rotationnel d'un champ vectoriel est un champ vectoriel. Donc, si je calcule ceci, qu'est-ce que j'aurai? Fy, il est là. Si je dérive ceci par rapport à x, j'obtiens moins 2. Ça veut dire que j'ai moins 2 moins. La dérivée de fx par rapport à y, quand je vais dériver ceci par rapport à y, j'obtiens moins a. C'est-à-dire moins a, je me retrouve avec plus a porté par k. Autrement dit, le rotationnel de f est égal au vecteur nul, va impliquer que moins 2 plus a égale à 0. Donc, a va valoir 2. Et ça résout notre deuxième question. Donc, a pour valeur 2. Passons maintenant à la troisième question. La troisième question nous dit simplement que pour cette valeur de a qui est fixée, on va déterminer l'énergie potentielle dont dérive le champ vectoriel F. Donc ici, c'est juste une résolution d'équation aux dérivées partielles. C'est pas très couplé, mais facile à faire. Donc, pourquoi déjà on dit que le champ dérive d'un potentiel? Vu que le rotationnel de notre champ avec une valeur
A égale à 2 est déjà nul. Et qu'on se rappelle que le rotationnel de tout champ de gradient, donc si je prends gradient de n'importe quelle, comment dire, de n'importe quelle fonction, par exemple si je mets EP, directement parler en cas, alors le rotationnel du gradient de n'importe quelle fonction scalaire est nul. Alors on peut dire que notre champ s'écrit comme le gradient de quelque chose. Je peux mettre moins là et le moins peut intervenir là. Ça ne change pas l'égalité. Ça veut dire en fait pour la troisième question, on va déterminer EP tel que F soit égal à moins gradient de EP. Bon, ceci, c'est pas forcé d'être moins. Donc, dépendant de certains profs, vous pouvez mettre le moins ou pas, mais la relation, en fait, la relation de base, elle reste inchangée. J'utilise le moins parce que c'est quelque chose de commode en électrostatique, comme on a eu à le voir sur le fait que le champ électrique évolue suivant les potentiels décroissants. Bon, c'est pas que c'est un champ électrique, mais je le mets, ça, de façon mathématique, ça change pas grand chose. Du coup, ici, j'aurai Fx porté par I plus Fy porté par J qui sera égal à moins. Quand je développe gradient de EP, j'aurai dérivée partielle de EP par rapport à X porté par I. Avec ce moins, je remets. J'ai dérivée partielle de EP par rapport à Y porté par J. Donc, par identification, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Fx égale à moins dérivée de EP par rapport à X et Fy égale à moins dérivée de EP par rapport à Y. Donc, j'obtiens dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport à X sera simplement égal à quoi? À moins Fx. Et Fx, il est là. Ça me fait l'opposé de ceci avec A fixé à 2. Ça me fait tout simplement moins X plus 2Y. Maintenant, dérivée partielle de l'énergie potentielle par rapport à Y va me donner moins Fy. Et quand je viens ici, je fais moins Fy. Je peux mettre là, j'ai 2X moins 3Y. Voilà les deux équations que je suis censé résoudre pour déterminer mon énergie potentielle. Alors, la procédure, elle est simple. Je prends ma première équation. Je sais que mon champ EP de base, s'il y a les deux différentiels c'est-à-dire les deux dérivées partielles par rapport à X et par rapport à Y qui existent, alors mon champ dépend de X et Y. Donc, vu que là, c'est la dérivée partielle de EP par rapport à X, je vais intégrer la première relation par rapport à X. Donc, si j'intègre la première relation par rapport à X, qu'est-ce que j'obtiens? En intégrant ceci par rapport à X, j'obtiens EP, bien sûr de XY, qui sera égal à quoi? L'intégrale de ceci par rapport à X, je donne juste une primitive, j'ai moins 1 demi de X au carré. Quand je dérive ceci, quand j'intègre ceci par rapport à X, Y est considéré comme constante. Je me retrouve avec plus 2XY. Maintenant, j'aurai une constante d'intégration. Mais vu que j'étais en train d'intégrer par rapport à X, ma constante d'intégration que je vais appeler alpha dépendra de Y. Tout simplement. Maintenant, observez bien ce que je vais faire. C'est un cas classique pour la détermination des champs dont dérive de l'énergie dont dérive un champ, on va dire, énergie potentielle, ainsi de suite, ou un champ scalaire dont dérive un champ vectoriel, lorsqu'il est conservatif. Je vais prendre ceci que j'ai obtenu en intégrant la première relation. Donc, si j'appelle ma relation ci étoile, je vais prendre la relation étoile que je vais injecter dans ma relation 2 que j'ai pas encore utilisée. Alors, j'aurai la dérivée partielle de EP par rapport à Y, c'est-à-dire la dérivée par rapport à Y de quoi? Il est où mon EP? Il est là. Donc, je prends moins 1 demi de X carré plus 2XY plus alpha de Y. Je vais égaler ça à quoi? À 2X
moins 3y. Je me retrouve donc, quand je dérive ceci par rapport à y, 0. Je dérive ceci par rapport à y, je me retrouve avec 2x plus, vu que alpha dépend de y, donc j'aurai dérivé de alpha par rapport à y, qui sera égal à 2x moins 3y. 2x partant, j'ai la dérivée de alpha par rapport à y, qui est égal à moins 3y. Alors ici, en intégrant par rapport à y, on trouve directement que alpha, bon, alpha on sait que c'est un alpha de y, est simplement égal à moins 3 demi de y carré plus une constante k avec k qui est réelle tout simplement. Donc maintenant, une fois que j'ai trouvé alpha, parce que c'était ça le but, j'utilise la deuxième relation dans le but de déterminer la constante d'intégration que j'ai obtenue en intégrant la première relation. Donc au final, je me retrouve avec EP qui est simplement égal à quoi? J'ai moins 1 demi de x carré plus 2xy moins 3 demi de y carré plus k. Et c'est ce qui va achever notre exercice avec la valeur que nous obtenons. Bon, l'expression que nous obtenons pour le champ EP de xy égale à moins 1 demi de x carré moins 3 demi de y carré plus 2xy plus une constante réelle k. Donc, il faut préciser ici que k appartient à R. Et si jamais on vous dit qu'on va prendre l'énergie potentielle telle que en 0, 0, c'est-à-dire en haut, cette énergie potentielle est nulle, vous remplacez simplement et ça va vous fixer une valeur de k qui sera ici égale à 0. Ou alors on impose une valeur de cette énergie potentielle à un point quelconque, ça vous permet de trouver la valeur de k. C'était tout pour cet exercice. Vous étiez sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous donne suite à la prochaine. C'était Martin Rémy. Au revoir.